L'instant débat ce matin, l'Éden, la flambée des prix des produits de grande consommation, une situation qui, depuis quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois, bien sûr, augmente la difficulté ou la souffrance des populations, surtout des couches les plus défavorisées ou démunies qui doivent débourser davantage pour donc faire face à ces besoins sur le marché. C'est difficile, mais vente également. Que peut-on dire de la situation, mais surtout des différentes causes identifiées par le gouvernement en sa séance du Conseil des ministres du 17 juin dernier. On parle donc de la rareté des pluies pendant donc la campagne agricole dernière, mais également la sortie frauduleuse ou incontrôlée de ces produits vivriers du territoire national. Le gouvernement a dû prendre donc des mesures et sur le terrain déjà, bien sûr, des fruits de ces mesures se font déjà visibles. Mais que dit de la situation en général? Quelle appréciation peut-on faire de la situation en général et surtout que dit de ces décisions prises par le gouvernement pour soulager, bien sûr, la population? Nous allons donc en parler dans un instant avec un acteur politique. Il s'agit bien sûr d'Antoine Adoukonou, c'est bien cela, membre fondateur du Bloc républicain. Monsieur Adoukonou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir donc accepté notre invitation ce matin. C'est moi. Alors, le chef de l'État, Patrice Talon, a fait donc une grande promesse lors de son discours d'investiture le 23 mai dernier. Un second mandat hautement social. Les défis s'annoncent déjà assez grands puisque la crise économique que nous traversons et qui a des corollaires sur le plan social, ne serait-ce que l'aspect lié à la flambée des prix des produits de grande consommation, reste aussi un défi. On a vu le gouvernement déjà à l'œuvre. Mais avant de parler donc des mesures prises par le gouvernement, quelle est votre appréciation de ce qui se passe aujourd'hui sur le marché? Merci beaucoup. Je crois que c'est un fait qu'effectivement, il y a une flambée des prix de certains produits de première consommation. Et je crois je pense qu'il faut faire l'analyse sur trois éléments importants. Parce que, vous savez, en matière de sécurité alimentaire, au Bénin ici, nous n'avons pas encore l'autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire que nous avons la production, mais cette production ne suffit pas et nous la complétons par des produits importés. Et malheureusement, dans le même temps, nous faisons aussi des exportations de ces produits vivriers. Il y a même des accords que nous avons faits avec le Nigeria qui permet d'exporter certains de ces produits vivriers. Donc, quand vous voyez tous ces éléments, il faut aller donc voir là où on peut un peu situer le problème parce que, en fait, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que les produits sont disponibles sur le marché. On voit les produits. Donc ça veut dire qu'on peut gérer la situation. Si les produits étaient quasiment absents, là, ça serait plus compliqué. On n'est pas dans ce cas-là. On est dans le cas où nous voyons les produits sur le marché, mais les prix sont élevés. En fait, c'est ça la question. Je dois d'abord dire que au niveau de la production, par exemple, les producteurs, puisque en fait, lorsque nous avons ce déséquilibre de prix, c'est que certainement il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. Et vous voyez déjà au niveau des producteurs, lorsque le gouvernement, par exemple, parle de la rareté des prix, ça peut avoir effectivement un effet, pas sur la production en tant que telle, mais sur le comportement des producteurs. Les produits que nous consommons actuellement sont les produits de l'année agricole dernière, mais, bon, je peux dire sur dernière, mais lorsque l'année dernière, il y a eu la rareté des prix, les producteurs peuvent anticiper pour dire, bon, tel que ça se fait là,
c'est qu'il n'y a pas plus, les produits peuvent devenir rares. Et donc, nous ne mettons pas tout le stock sur le marché à vil prix, nous conservons. Et par la suite, lorsque les prix vont augmenter, certainement nous allons vendre. Dans cette anticipation, on peut assister à un cas de figure où l'offre va diminuer et donc un excès de la demande va s'observer pour augmenter les prix. Vous voyez, donc voilà la rareté des prix par exemple et peut entraîner cela. Mais est-ce que la rareté évoquée par le gouvernement, est-ce que la conséquence directe ne serait peut-être pas une baisse de rendement? Une baisse de rendement? Oui, c'est plusieurs facteurs. C'est plusieurs facteurs. Mais puisque, bon, je ne voudrais pas, parce que lorsque nous rentrons dans les statistiques agricoles, nous voyons que les chiffres ont augmenté. Mais j'ai eu les chiffres globaux, je n'ai pas eu les chiffres à l'intérieur. Parce que l'augmentation en soi n'est qu'un fait. À l'intérieur, peut-être que c'est le riz qui a augmenté largement. Oui, donc je n'ai pas eu les données à l'intérieur, j'ai eu les données globales. Donc malgré la rareté, la faible pluviométrie, voilà. On a quand même eu des rendements. Non, j'ai dit, il y a eu une augmentation. La production, c'est ce que vous dites? Oui, j'ai eu les chiffres globaux. D'accord? Je ne suis pas rentré à l'intérieur des chiffres. D'accord? Mais je sais que d'une manière ou d'une autre, lorsque les pluies sont rares, le producteur a tendance à anticiper. Selon vos explications, cela nous amène à nous interroger par rapport donc à cette première cause identifiée. Parce que la rareté des pluies, mais pourtant la production a fait un bond. Les spécialistes dans le monde agricole l'expliquent comment, selon vous? Non, ce que je dis, je vous ai dit que le bond en question n'est pas forcément lié puisque les produits... On récolte forcément de la saison en cours, mais peut-être une accumulation non, des produits réserves. Lorsque nous disons que la production des céréales a augmenté, il y a plusieurs céréales. Il faut voir là où l'augmentation... Voilà. Puisque, par exemple, si c'est sur le riz seul qu'il y a eu plus de 80% d'augmentation, cela n'aurait pas empêché que le maïs soit cher, puisque en réalité l'augmentation a été aussi forte au niveau du riz, mais très faible sur les autres céréales. C'est pourquoi j'ai dit il faut avoir donc les chiffres à l'intérieur, en détail quoi. Il faut avoir les sous-écarts pour mieux apprécier la chose. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est sûr que lorsque les pluies sont rares, les producteurs auront tendance à anticiper pour voir si, mais avec cette rareté de pluie-là, si nous mettons toutes nos productions sur le marché à vil prix, il y a de fortes chances que le prix soit cher demain. D'accord? Donc cette anticipation peut faire que les gens peuvent retenir les produits ou bien augmenter même les prix pour dire, bon, si tant est que je dois vendre, c'est que je vends cher, un peu cher quand même, pour ne pas subir trop après. Ouais, il peut y avoir cette anticipation. Au niveau des importations, par exemple, avec la situation conjoncturelle du Covid, dans le transport là, de l'autre port à ici, les coûts d'assurance peuvent augmenter parce que les conditions de Covid ont rendu la traversée des frontières plus difficile. Vous voyez? Donc, il peut y avoir ces éléments-là. Donc, lorsque les coûts augmentent à l'importation, c'est normal que sur le marché, il y ait quand même quelques flambées de prix. Maintenant, je vous ai dit aussi qu'il y a la question des exportations. Bien sûr. Et la question de ces exportations, c'est ça qui est même important parce que la question de la rareté des pluies n'est pas propre au Bénin. Nous sommes dans un climat commun. Donc, les pays limitrophes ont les mêmes problèmes pratiquement que le Bénin. Et quand c'est comme ça, si ces pays sont prêts à payer à un prix élevé, et si vous êtes à la place du producteur, vous ne pouvez que opérer la recherche ce choix-là. Oui, tout à fait. Et en opérant ce choix, c'est que
il y a une forte tendance d'augmentation donc des exportations. Et lorsque on commence par exporter ces produits vers ces pays, n'oubliez pas que nous partageons près de 730 quelques kilomètres avec le Nigeria, qui a une population de plus de 200 millions d'habitants, vous voyez. Donc, lorsque le problème devient régional et que les autres pays sont prêts à payer à un prix plus élevé, c'est normal que les producteurs choisissent ce marché. Oui, c'est la loi de l'offre et de la demande, choisir le prix investissent marché, le plus élevé. Et ce faisant donc, ils vont faire partie beaucoup de vivres et du coup, ces produits vont commencer par se faire rares et le prix va augmenter. Ou bien, ils vont, même s'ils mettent le produit sur le marché, ils vont augmenter les prix parce qu'ils ont une anticipation des prix de l'autre côté. D'accord. Donc tout ça là peut conduire à la situation que nous vivons là. D'accord. Mais aujourd'hui, vu quand même les moyens dont nous disposons, quand je dis moyens, les compétences dont nous disposons, surtout au plan agricole, ces questions qui sont beaucoup plus techniques et pas forcément politiques, mais également la volonté politique aussi. Est-ce qu'on n'a pas pu anticiper sur une situation pareille? Est-ce qu'au niveau de la politique agricole, puisque vous avez parlé donc de la sécurité alimentaire, que nous n'avons pas l'autosuffisance, est-ce que ce n'est peut-être pas le moment de réfléchir à de véritables politiques plus durables pour donc juguler ces crises? Est-ce qu'on n'aurait pas pu anticiper? Non, je crois que c'est normal que avec la situation actuelle, on réfléchit davantage. Et que notre politique agricole soit revue, soit adaptée. Parce que, comme vous le dites, on aurait pu certainement anticiper un peu sur ces phénomènes. Et, par exemple, on avait l'ONASA qui permettait donc de réguler un peu la situation. Mais le gouvernement a estimé qu'avec le problème de mauvaise gestion, on a mis fin à l'ONASA. Je crois personnellement que ça semble, à ce que je peux dire, on a jeté le bébé et l'eau. Peut-être que le gouvernement aurait procédé autrement. Il y a des questions de mauvaise gestion, on pouvait les régler, ou bien on pouvait transformer la structure, mais faire en sorte que la structure même dans sa substance ne disparaisse pas. Parce que l'ONASA joue un rôle très important dans la régulation des prix sur le marché, parce que lorsque les produits sont très abondants au départ, ça semble trop baisser les prix. Et l'ONASA intervient pour acheter et ça fait aussi un peu le prix sur le marché. Donc le producteur ne paie pas totalement parce que ne restons pas seulement dans la position de consommateur pour toujours penser à ce que les prix soient bas. Les producteurs aussi ont travaillé et ils sont dans la recherche de profit. Donc il faut prendre la situation des deux côtés. D'accord? Donc avec l'ONASA, en achetant, à un moment où vraiment la production elle est très abondante pour trop baisser le prix, l'ONASA intervient pour réguler, pour permettre aux producteurs de vendre quand même à un prix un peu raisonnable. Et dès qu'on arrive à la situation de soudure où le producteur aussi veut faire de la spéculation ou de la surenchère, le même ONASA intervient pour mettre les produits sur le marché, pour permettre de les baisser et de les remettre à un niveau raisonnable. Et là, tout le monde en profite. Et l'État, c'est comme un régulateur de ce marché, en fait. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est une structure très, très importante dans le processus de régulation. Et en principe, on ne devait pas supprimer la structure, et on devait quand même la restructurer. Maintenant,
même si, bon, une fois que c'est supprimé, s'il y avait... Qu'est-ce qu'on a pu mettre en place comme Voilà, alternative ou comme autre alternative, palliatif même si la production, la politique agricole, peut-être avait... Mais quelle que soit la politique agricole, ce système de régulation est nécessaire parce que ça intervient au moment de l'abondance et ça intervient également au moment de la rareté. Vous voyez, donc je conseillerais beaucoup au gouvernement de repenser sa politique en ce qui concerne ces structures qui permettent d'avoir des stocks tampons pour gérer la situation. Oui. Maintenant, par rapport donc à cette décision donc de contrôler, enfin, de mettre plus de rigueur donc dans la sortie de ces produits, on a vu que beaucoup de produits vivriers ont été donc arraisonnés, surtout dans la partie septentrionale du pays. Alors, quelle est votre lecture donc, de cette démarche menée jusque-là par le gouvernement? Non, je crois que cette décision, elle n'est pas mauvaise en soi. Elle n'est pas mauvaise en soi, mais je dis, peut-être le gouvernement, vous savez, le gouvernement a les statistiques à son niveau, et puisque la situation a surpris plus d'un, au point où on n'a pas fait des études approfondies, nous ne faisons qu'émettre des conjectures. Donc, à quelle étape nous en étions quand la surprise était intervenue? Est-ce que la quantité même qui restait à l'intérieur, est-ce que tout n'était pas déjà parti avant qu'on ne prenne la décision? Puisque les producteurs aussi, ils sont très anticipatifs. Hein? Ils savent qu'en faisant cela, à un moment donné, que la situation va s'afficher et que le gouvernement va prendre une pareille mesure. Quand le producteur est dans cette anticipation, il en importe autant qu'il peut au moment où ce n'est pas encore très visible. Donc, c'est une solution déjà d'arrêter la saignée, un peu la saignée, de ne pas permettre à ce que les gens exportent. Les produits vont certainement rester à l'intérieur et ça va permettre de faire un peu la régulation dont nous parlons. Mais si la quantité qui était déjà partie était assez importante, on ne verra pas l'effet tout de suite. Tout de suite. Mais ça va atténuer un peu la chose. Et malheureusement aussi, les producteurs peuvent perdre parce que dans ce jeu, les producteurs, peut-être au moment où le gouvernement n'avait pas intervenu, certains commerçants auraient acheté plus cher à l'intérieur, dans le souci d'aller vendre plus cher de l'autre côté. Maintenant que la décision est prise, c'est que les produits restent à l'intérieur et puis parfois, si les prix ne commencent pas à baisser parce que les produits sont à l'intérieur, le commerçant peut vendre en dessous de son prix d'achat. De son prix d'achat. Donc, c'est une décision qui va faire gagner certains et faire perdre à d'autres. C'est peut-être le consommateur qui... Bon, au fait, la décision est prise pour favoriser le consommateur. Mais je vous dis que ce n'est pas sans incident sur certains commerçants qui auraient acheté plus cher. Puisque si le produit coûte... si le gari coûte 600 francs au Burkina et que ici c'est à 400 francs, vous n'hésiterez pas à payer à 400 francs pour aller vendre à 600 francs. Maintenant, dès que quand vous avez payé à 400 francs et qu'on interdit maintenant l'exportation, ça veut dire que vous ne pouvez plus vendre à 600 francs. Mais si le prix commence à descendre en dessous de 400 francs et que les consommateurs sont contents, c'est que le commerçant, lui, il a perdu. Mais peut-être il aurait rattrapé par rapport au profit exorbitant qu'il avait réalisé avant la décision du gouvernement. Merci pour ces précisions et ces analyses. Maintenant, avant de passer, puisqu'on va vous arracher juste un mot par rapport à la situation au niveau donc du Conseil communal d'Abomey-Calavi. Mais avant cela, quel message vous avez donc à l'endroit donc de ces consommateurs aujourd'hui face à ces chertés? Non, les consommateurs, est-ce que
Je crois que, au fait, est-ce que c'est aux consommateurs ou bien beaucoup plus aux producteurs, aux commerçants de savoir que nous sommes dans une situation un peu délicate et que chacun essaye d'éviter autant que possible la spéculation et que nous puissions gérer la situation la main dans la main pour nous en sortir, puisque je crois que d'ici 1 mois, 2 mois, avec les nouvelles récoltes, la situation va se normaliser d'elle-même. D'accord. Merci bien, M. Addo-Konon, pour ces précisions et ces analyses sur donc, la situation de cherté de ces produits sur le marché. On va vous adresser rapidement un mot. Vous êtes un membre fondateur du Bloc républicain. La situation au niveau donc, du conseil communal de la Abomey-Calavi, des conseils du Bloc républicain qui ont fait donc, votre abstention par rapport donc, au collectif budgétaire. Il était d'ailleurs, face à la presse, ce mardi, ils ont eu à justifier, bien sûr, l'acte et sur tout ce qu'ils reprochent au maire à Wandinou. Alors, rapidement, votre réaction Non, je crois que j'étais même à cette conférence de presse. Comme vous l'avez dit, je ne peux que donner un petit mot, puisque par ailleurs, je suis financier de formation, je suis économiste financier, donc c'est pas facile pour moi d'entendre des chiffres et commencer par réagir. Sinon que les conseillers nous ont présenté une situation, si on allait tenir compte que des chiffres, une situation pas trop reluisante, mais je dis tous ces chiffres, il faut puisque si j'ai le budget devant moi, je peux mieux apprécier. Je ne peux pas, en tant que spécialiste des chiffres, prendre les chiffres en l'air seulement et opiner. Mais ce que j'observe, ce que je peux dire de façon globale, c'est que j'ai un message à adresser au maire. Parce que au terme des dispositions des lois sur la décentralisation, c'est le conseil communal qui est l'organe délibérant de la commune. La loi n'a pas parlé d'une majorité qui est délibérante, d'accord? Donc, même si nous avons une majorité écrasante au sein du conseil communal, cela ne nous empêche pas d'écouter la minorité. Parce que si j'ai pu bien comprendre ce que les conseillers ont dit, il ne s'agit pas, d'abord, il ne s'agit pas d'une minorité de blocage. C'est-à-dire, quel que soit, puisque nous sommes 18 au conseil communal, même si tout le monde vote contre le maire aura toujours les moyens d'avancer, puisque nous sommes 18 sur 49. Donc cette minorité, elle n'est pas une minorité de blocage pour se permettre de bloquer le maire. Cette minorité a accompagné le maire pendant au moins 1 an. Mais si au détour d'un collectif budgétaire, d'une session extraordinaire où il y a 15 points inscrits à l'ordre du jour, ils ont voté pour 14 points. Et ne serait-ce que sur le seul point du collectif budgétaire, si ces conseillers estiment qu'il faut faire quelques amendements en votant par abstention, je crois que on ferait mieux quand même de les écouter. Puisque avec tout ce que nous avons entendu, c'est un peu ahurissant si les chiffres tels que c'est annoncé là doivent se confirmer comme ça. Je pense qu'il y a mal donne. D'accord? Donc, le maire doit prendre de la hauteur. Parce que quand nous sommes dans une situation pareille, où la politique et la gouvernance sont mélangées, il faut avoir de la hauteur. Parce que vous avez votre majorité qui va vous traîner dans un sens donné, et vous avez aussi la minorité qui est là et qui veut qu'on l'écoute. Il faut savoir faire le management. Donc, je souhaiterais que le maire considère que au niveau de la commune, il n'y a que des conseillers communaux qui sont venus pour le développement de la cité. Et d'oublier les sensibilités politiques. D'oublier les sensibilités politiques. Bon, on ne peut pas oublier totalement, puisque le maire il est politique. Pas oublier totalement. Mais
il faut quand même savoir que vous avez devant vous que des conseillers communaux d'abord. Parce que la loi dit que c'est le conseil communal qui est l'organe délibérant de la commune. Il ne faut pas jouer trop sur le politique en considérant que j'ai déjà ma majorité. La politique de développement et non trop pour la politique politicienne. Voilà, parce que les majorités, en réalité, si le législateur parle de majorité, le législateur n'est pas dans la logique de majorité mécanique. On suppose que si la majorité accepte quelque chose, c'est que dans le fond, dans la substance, c'est ça qui tient la route. Ce n'est pas une majorité mécanique. C'est pourquoi des fois, ta majorité, parce que vous êtes en politique, vous êtes dans la même colonne, peut ne pas te dire des choses. Donc, il faut toujours avoir une oreille du côté de la minorité pour voir, bon, est-ce que... Oui, puisque souvent, quand on est à côté du chef, c'est pas facile de faire des reproches, hein, puisque vous ne cherchez que ce que vous cherchez. Et souvent, c'est la minorité qui peut vous dire, puisque si moi, j'ai été un peu géré sur certains dossiers, au niveau du fait foncier, par exemple, où on dit que le prestataire, il vient faire la prestation, et en termes de ristourne, on lui retourne tout ce qu'il a fait comme recette. Dans la commune, on lui retourne tout. Mais je crois que la commune gagne quoi finalement dans ça là. Mais donc, je ne voudrais pas trop... peut-être que vous aurez les voies les plus autorisées. Tout à fait. Et ces conseillers peuvent passer puisque c'est eux qui sont au conseil communal. Moi, c'est un peu ce que j'ai comme approche de la chose. Je terminerai en disant que je souhaiterais que notre presse soit plus professionnelle. Il y en a qui font bien le travail, mais peut-être parmi vous, il y en a ceux qui sont encore à la traîne, à l'apprentissage, puisque ces conseillers ont pu dire que c'est parce que à la veille du vote de l'abstention, il y a eu des journaux, certains pour dire que c'est eux qui veulent freiner le développement de la commune, etc., etc. Et c'est ça qui les a poussés à un droit de réponse. Vous voyez? Donc, nous sommes tous embarqués dans le bus du développement, et journalistes, et politiques. Donc, chacun n'a qu'à bien jouer son rôle pour le développement de la cité. Merci, merci monsieur Antoine Adoukonou, membre fondateur du Bloc républicain. Avec vous, nous allons parler de la cherté des produits de la vie en général, ou des produits de grande consommation. Et puis vous avez également dit un mot sur la situation qui prévaut actuellement au niveau du conseil communal d'Abomey-Calavi. Nous aurons certainement sur ce plateau demain, et bien sûr des conseillers pour mieux comprendre ce dossier. Merci, et bien sûr à vous donc d'avoir accepté donc, bien sûr, faire l'entretien avec nous ce matin.